On va attaquer. Ouais. Ton micro fonctionne, Anel? Test micro, oui, Ouais, très bien. c'est bon. Eh bien, bienvenue aux nouveaux et rebonjour à ceux qui étaient là à la conférence juste avant. Mince, Anaël. Voilà. Donc, on va refaire cette on va faire cette deuxième conférence sur le même modèle que la conférence précédente. Donc, un gros 45 minutes avec 30 minutes de présentation de Bertrand et Anaël. Donc Bertrand est responsable innovation et filière carbone chez Gaiago. Il en dira sûrement un peu plus dans quelques instants. Et Anaël, le fondateur de FarmLeap aussi, ils se présenteront un peu mieux tout à l'heure. Et à la fin, une petite partie question. Juste, je le dis maintenant que j'ai le micro. On fera passer un micro, donc on lèvera la main et moi je vous apporterai le micro. Comme ça, comme on filme, votre question est enregistrée. On n'avait pas fait ça tout à l'heure et ce sera beaucoup mieux. Voilà, je laisse la place et profitez bien. Merci beaucoup Nicolas. Ouais, ok. Bonjour à tous et à toutes. Alors, donc du coup, je suis Bertrand Aupetit, je suis agronome chez Gaiago. Je viens apporter un aspect, on va dire, terrain et agronomie à notre programme carbone, entre autres. Je vais débuter simplement pour vous dire un petit peu ce que c'est que Gaiago et notre raison d'être. En fait, Gaiago, c'est une entreprise qui fait des biosolutions, des produits du sol, des produits pour les plantes naturelles. Et on s'est donné vraiment comme cheval de bataille. En fait, notre objectif, c'est d'accélérer la revitalisation des sols et la transition agroécologique. Nous, vraiment, ce qui nous anime, ce qui nous donne envie de nous lever tous les matins, c'est de transformer des terres qui sont comme ça dans des terres qui sont comme ça. Donc ça s'appelle une revitalisation de sol, parce qu'en fait, on a à peu près les 2/3 des sols mondiaux qui sont dégradés. Et ça entraîne plein de conséquences pas terribles, hein. C'est-à-dire on produit des aliments de moins bonne qualité, on a des baisses de rendement alors que pourtant la génétique s'améliore, on a des problèmes d'érosion, des problèmes d'eau, etc. Et l'objectif qu'on s'est fixé, c'est vraiment d'améliorer les sols. Et pour ça, les premiers acteurs, les premiers soldats dans cette guerre humaine, c'est les agriculteurs. Et les agriculteurs, ils ont besoin de budget, ils ont besoin de financement pour accélérer leur transition agroécologique. Et c'est pour ça qu'on les aide dans cette tâche-là. Notre but, c'est d'essayer de trouver du financement pour eux. Alors, il y a tout un tas de choses qu'on sait faire, mais vu qu'on est à la Carbone Connect, je vais me focaliser plus sur l'aspect carbone. En fait, cette histoire du carbone qu'il y a chez Gaiago, elle est née simplement on va dire que c'est l'heureuse conséquence de l'un des aspects qu'on travaillait, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que dans les sols cultivés, on a un ratio entre les champignons et les bactéries qui est anormal, qui n'est pas naturel. Donc nous, simplement, on essaye de rééquilibrer les sols, donc on travaille pas mal avec les agriculteurs sur l'équilibre minéral pour éviter les carences et les excès de minéraux. Et en fait, on a commencé à s'intéresser à l'équilibre microbiologique. L'équilibre microbiologique, c'est ça a longtemps été oublié, mais il y a des microbes dans le sol. Un sol, c'est vivant, il y a plein d'êtres vivants. Et eux aussi, ils ont besoin d'être équilibrés. Il ne faut pas qu'il y ait trop de certains organismes, pas assez d'autres organismes. Et globalement, on s'est basé sur ce que fait la nature. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe laquelle des parcelles et que vous lui foutez la paix, c'est-à-dire on n'y touche pas, et on laisse la nature faire, et en fait, globalement, la nature, sous notre climat, elle va mettre en place de la forêt. Et dans un sol de forêt, c'est plutôt pas trop mal parce que personne n'y apporte d'engrais, personne n'irrigue, personne ne travaille. Et pourtant, c'est des sols qui sont vraiment performants, quoi. On arrive à avoir une production de entre 15 et 35 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Bon, la forêt, c'est intensif, quoi. Et ça retient bien l'eau, etc., etc. Et en fait, on s'est aperçu que dans un sol forestier, à l'année, globalement, on avait pas mal de biomasse composée de champignons au niveau des microbes du sol. Les champignons, je les considère comme des microbes parce que la plupart de leur organisme est relativement fin, hein. Alors que dans une parcelle agricole, c'est l'inverse. On a tendance à trouver
à l'année, hein, parce que ça fluctue au cours de l'année, ben, on a souvent tendance à trouver trop de bactéries par rapport à un équilibre naturel et relativement peu de champignons. Alors ça s'explique parce que on travaille le sol, du coup on déchire un petit peu les ifs des champignons, hein, ça fait plein de petits câbles. Également on apporte de l'azote, et l'azote c'est vraiment le couteau et la fourchette de la bactérie, hein, c'est ce qu'elles, en gros elles utilisent l'azote pour dégrader les résidus. Et on s'est dit, et puis troisième chose et pas des moindres, aussi on utilise des pesticides et les champignons aiment moyen. On s'est dit simplement on va essayer de faire un produit qui s'appelle le NutriGeol pour essayer d'aider les champignons à revenir dans les sols. Et en fait en faisant ça on s'est aperçu que justement on obtenait rapidement un sol qui s'améliorait. Donc simplement parce que ces champignons ils vont aller restructurer le sol, hein, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des couverts végétaux, mais une racine de plante, elle va réussir à vous écarter des fissures déjà existantes, mais elle a besoin d'un passage, hein, pour descendre. Alors que l'if du champignon, hein, au bout de son mycélium, c'est de l'ordre du micromètre. C'est-à-dire que c'est capable de passer vraiment entre les argiles, les limons, vraiment entre les plus petites particules de sol. Et ça peut frayer un premier chemin pour certaines racines. Ensuite, c'est une éponge, donc un champignon, hein, vous avez déjà tous essayé de nettoyer un champignon sous l'eau, ça gonfle, donc ça a une très très bonne dynamique au niveau de la gestion de l'eau. Et alors, quel est le lien avec le carbone et tout ça ? En fait, pour faire revenir les champignons dans un sol, c'est simple, il faut les faire manger. Donc en gros, notre but, c'était de faire manger les champignons. Et on s'est aperçu que en fait, les champignons, quand ils mangeaient bien, en fait, les taux de matière organique remontaient. Quasiment tout seul. Enfin, quand je dis quasiment tout seul, vous allez très vite comprendre comment ça marche. C'est qu'en fait, l'humus, c'est quoi ? On va dire c'est ce qui reste de la digestion des matières, de la biomasse qu'on apporterait au sol, c'est-à-dire les effluents d'élevage, les pailles, etc. Et en fait, si on a, admettons, 100 kg de paille qui arrive par terre, ça va être digéré par des bactéries, des champignons qui vont le transformer en humus, hein. L'humus étant le résidu final, c'est-à-dire le cadavre du champignon, le cadavre de la bactérie ou les substances qui en sont issues. Et en fait, le champignon est nettement plus performant que la bactérie pour faire de l'humus. C'est-à-dire, je reviens sur mes 100 kg de paille que j'apporte par terre. Donc j'ai 100 kg de paille par terre. Si jamais on était dans un monde totalement dichotomique et que c'était seulement des bactéries qui devaient digérer cette paille, j'obtiendrais à peu près 15 kg d'humus. Parce qu'on dit que le coefficient isohumique est de 15%. Donc en gros, sur 100 kg de paille, j'ai 15 kg d'humus. Le reste repart dans l'atmosphère sous forme de CO2. Hein. Ça a été utilisé pour le métabolisme. Et cette matière organique, issue de la bactérie, souvent, elle a une demi-vie relativement courte. C'est-à-dire qu'on dit qu'elle a une demi-vie de 6 mois à 2 ans. En gros, ça veut dire la plupart des substances, la plupart de l'humus issu de la bactérie a une durée de vie, au bout de 4 ans, ça a été reconsommé, c'est parti de la parcelle, quoi. Alors que le champignon, lui, déjà, il est plus efficient en termes de conversion en humus, c'est-à-dire qu'il va être capable de faire plus d'humus. On estime qu'il est capable de faire à peu près 50 kg d'humus pour 100 kg de paille. Et deuxième chose, c'est que l'humus du champignon, lui, il a une durée de vie dans le sol de plusieurs dizaines d'années, une demi-vie de 25 à 50 ans. Donc en gros, si vous essayez de faire revenir des champignons dans le sol, vous allez observer une dynamique que vous faites plus d'humus, et cet humus-là, il a une durée de vie dans le sol qui est un peu plus longue. Donc en fait, à chaque fois qu'on mettait notre produit, on s'apercevait que le sol avait tendance à stocker du carbone. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de faire un programme carbone ? Mais comme c'est des nouvelles technologies encore pas trop maîtrisées, c'est-à-dire on n'arrive pas à le mettre dans des modélisations parce que ça réagit différemment d'un sol à l'autre, en fait on a créé un programme carbone basé sur la mesure et remesure, pour montrer que ça marche, hein, on n'a rien à cacher, c'est-à-dire qu'en gros, le but de notre programme carbone, c'est un engagement où pendant 5 ans, l'agriculteur, une fois par an, il va pulvériser du NutriGeol, soit à l'automne, soit au printemps. Et en fait, on va faire des analyses de sol au protocole FAO, donc à des points très précis et de la manière la plus précise possible, en prenant en compte la densité, en essayant d'être le plus précis possible. On va regarder le taux de matière organique initialement. Admettons, je pars de 2% de matière organique. Et on va remesurer ce taux de carbone-là à la fin de la 3e année. Donc admettons, on est passé à 2,1%.
eh ben, le delta, donc ici le 0,1% de matière organique, vu qu'on a la densité dans le sol, etc., on est capable de faire un calcul pour refaire un équivalent tonne de CO2. On refait la même chose à la fin de la 5e année, donc à la fin du programme, et encore une fois, on va comparer le taux entre ici et ici. Donc là, concrètement, pour chaque tonne concrètement stockée par l'agriculteur, en fait, le but, c'est de faire une génération de crédits carbone. Donc c'est des crédits carbone qui seront certifiés par Gold Standard, parce que vu que c'est de la mesure-remesure, c'est pas une labellisation classique comme on peut avoir en France. Voilà. Donc c'est maintenant, qu'est-ce qu'un agriculteur peut espérer stocker avec simplement en passant Nutrigeo? Évidemment, plus il va faire de bonnes pratiques agroécologiques, plus il va faire des efforts dedans, plus on va observer une dynamique de stockage importante. Et en moyenne, on observe à peu près un stockage de 3 tonnes par hectare et par an. Donc ça prend pas, c'est-à-dire c'est pas la panacée, c'est-à-dire aujourd'hui un agriculteur ne peut pas gagner sa vie juste en stockant du carbone. Mais c'est déjà suffisant pour, on va dire, amortir une partie du coût de sa transition agroécologique. Et donc l'encourager à poursuivre dans cette démarche-là. Voilà. Un petit point pour vous expliquer à peu près où est-ce que nous en sommes. Donc, on a lancé le programme carbone au printemps 2022. Donc c'est un pilote, on va dire c'est une première phase pour voir un petit peu ce que ça donne. Et en fait, c'est un programme carbone qui a l'air de pas mal de plaire relativement aux agriculteurs, parce qu'on a déjà à peu près 19 000 hectares d'engagés en Europe, sur 43 distributeurs, parce que nous on ne passe pas en direct, on collabore avec les coopératives, les négociants, avec la distribution agricole. Et aujourd'hui, on devait avoir un agriculteur de présent, pour une certaine raison, il n'a malheureusement pas pu venir. Donc on a fait une petite vidéo, on lui a posé 2 questions en visio, et j'aimerais terminer mon intervention par son témoignage. C'est Monsieur Chomard, Christophe. Christophe Chomard, j'ai une exploitation dans le Vaucluse, plus précisément à Mazan, qui est scindée, je dirais, en 2 parties. Une partie arbo, essentiellement olivier avec un petit peu des amandiers, et une partie vigne, mais axée, donc vigne de cube pour faire du vin. Sur l'exploitation, on a aussi donc, notre propre moulin à huile et une boutique qui est ouverte toute l'année pour vendre les produits qu'on fabrique. Alors au départ, c'est un produit qu'on m'a fait essayer. J'ai trouvé ça super au niveau de mes sols. Voilà, moi j'ai des sols très argileux, c'est compliqué de travailler l'argile surtout l'été, parce que les sols deviennent très durs, ça fait des grosses mottes. Et en fait, avec ce produit, ça beaucoup plus souple, donc c'est beaucoup plus agréable à travailler et plus facile à travailler les sols. Ça permet aussi une grosse partie de la matière organique qui est dans le sol, de la transformer et de la donner assimilable aux plantes. Donc à la base, voilà, je me suis engagé j'ai essayé ce produit, j'ai trouvé ça super. C'est vrai que quand on m'a dit que ça stockait du carbone, donc il y a eu le côté écologique encore en plus qui est venu, donc pour moi c'était parfait. Ça m'aidait à travailler moi sur mon exploitation, et en plus écologiquement, je stockais du carbone, donc c'était tout bénéfice. Merci beaucoup. Je te passe la main à Naël. Ah, pardon. On va redonner la parole à Christophe, parce qu'il a un beau discours. Vous avez compris, effectivement, il y a un programme complexe à amener. Vous avez vu sur le diagramme, il y avait de la collecte de données, il y avait de l'analyse de sol, il y avait du distributeur, il y a 9 pays. 43 distributeurs et des milliers d'hectares, donc des centaines d'agriculteurs. Donc pour piloter ça, finalement, quand on est proche de l'agri comme Gaillago, parce que vous êtes une société qui va au contact aussi des agriculteurs, mais qui ne commercialise pas en direct, malgré tout, pour animer ces réseaux de centaines d'agriculteurs et remonter le monitoring, la vérification
ce qu'on appelle les MRV, ces outils logiciels pour monitorer, reporter et vérifier après derrière si ça fonctionne bien. L'étape de la digitalisation est essentielle. Donc c'est ce qu'on a fait chez FarmLeap à la base de la création de l'entreprise, c'était vraiment faciliter les liens entre les agriculteurs et leurs partenaires, optimiser la relation pour pouvoir collecter plus facilement, analyser plus facilement et valoriser de la donnée. Quelques chiffres très rapides pour que vous compreniez l'entreprise. Aujourd'hui, FarmLeap, c'est 430 coopératives et négoces qui utilisent nos solutions, au niveau français principalement, puis après quelques-uns aussi à l'étranger grâce à Gaillago, et au service d'environ 30 000 exploitations agricoles pour la durabilité des cultures, pour la performance économique, mais aussi la performance environnementale et notamment l'aspect carbone avec plusieurs filières, dont Gaillago Carbone. Je vais juste passer la slide. Alors, les problématiques des partenaires agricoles, elles ne sont pas simples. Comment je collecte les données de ces 500 agriculteurs sur 19 000 hectares sans les harceler au téléphone pour leur dire « envoie-moi le PDF, envoie-moi le truc, saisis le machin ». Donc vraiment, il y a ce côté qui est fastidieux, objectivement, et compliqué. Il y a aussi une faible interopérabilité des outils de traçat. On rentre un peu dans le technique, mais grosso modo, tous les logiciels, ils ne se causent pas si facilement que ça. Ceux qui ont repris un ancien logiciel compta et qui doivent basculer dans une nouvelle compta, ou alors basculer un ERP dans vos entreprises, vous savez que ça se passe toujours très facilement, très simplement. Il n'y a jamais de risque. Donc évidemment, cet aspect-là est bien présent aussi dans le monde agricole. Et il y a beaucoup de tâches qui sont manuelles avec les risques d'erreur. Là, les analyses de sol, c'est tous les 10 hectares maxi. Il faut les positionner de manière avec un algorithme. Il ne faut pas que ce soit l'agriculteur qui dise « Ah bah là c'est bon, cet endroit c'est un peu pourri, mais je sais comment je vais rajouter ». Donc il faut vraiment, pour la confiance dans la méthodo et que ça fonctionne, il faut un algorithme pour traiter ça. Et à l'échelle de 19 000 hectares, positionner et envoyer tous les éléments, là aussi il faut le confier finalement à l'outil informatique, on gagne du temps. Derrière, avec cette création de valeur, là par contre effectivement je vais me rapprocher parce que sinon ça va être le bordel. L'agriculteur, lui, il va saisir ces données, il va pouvoir voir et avoir un retour de ces éléments, où est-ce qu'il en est dans sa démarche. Le partenaire va pouvoir animer son collectif, suivre les périmètres de certification, le conseiller qui est pas un salarié de Gaillago, mais qui est le salarié du distributeur, de la coop, du négoce, lui va pouvoir animer, partager l'expérience, suivre l'usage des produits, voir si les contrats sont signés. On pourra importer de la donnée par API. Alors qu'est-ce que c'est une API? C'est finalement, plutôt que de s'envoyer un fichier par email et de perdre la pièce jointe, d'oublier de l'envoyer et tout, c'est mettre un connecteur et pouvoir laisser brancher ce connecteur pour que les datas circulent. Et ensuite, pouvoir, pour la coop, le négoce ou la station de collecte, parce qu'il y avait du fruit aussi, vous l'avez compris, il y avait producteur d'olives, mais ça peut être producteur engagé en bio, en conventionnel, sur différentes filières, élevage, production végétale, production maraîchage ou arbo. Il faut que la station qui collecte puisse avoir une vision globale d'ensemble, tout en restant dans son silo de données. C'est pour ça qu'on a vraiment choisi le côté silo. C'est une plateforme en mode SaaS, mais chacun, dans sa coop, dans son négoce, est sécurisé sur son silo de data et animera que son collectif d'agriculteurs, tout en permettant d'avoir la vision globale au niveau du certificateur et de Gaillago. Et ça peut s'ouvrir aux filières, aux partenaires de l'agriculteur pour l'aval, pour penser aussi la démarche de l'aval qui est ok, je fais un sourcing auprès d'agriculteurs qui ont fait une démarche bas carbone, pourquoi ne pas pousser cet élément jusqu'au consommateur? Pourquoi ne pas construire des filières autour de cette problématique pour ne pas aller chercher que de la finance carbone, mais à terme aussi aller chercher une création de valeur et d'image et de défense de notre agriculture vertueuse auprès du consommateur directement. Alors, on travaille notamment avec plusieurs types de partenaires, des chambres, la filière McDonald's sur la frite éco-conçue et Gaillago Carbone, vous l'avez bien compris, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a constitué la Climate Agriculture Alliance, donc qui est une interpro naissante du carbone en agriculture, de la finance carbone agricole, mais on y reviendra dessus lors de la plénière de clôture. Donc si vous avez des questions, si vous voulez échanger, alors je vais revenir à une image un peu moins promotionnelle pour les questions. Bonjour, je me pose la question,
est-ce que tout est compatible? C'est-à-dire, je suis dans la démarche Gaiago, je suis exploitant en laitier et je fais le cap 2ER et en plus je veux faire du colza bas carbone avec le de BSVS. Est-ce que tout peut se cumuler? Alors, effectivement, là, on rentre dans le problème de la double comptabilité. C'est aussi pour ça qu'on a créé Climate Agriculture Alliance, une démarche label bas carbone aujourd'hui sur une parcelle Gaiago. Ce ne sera pas compatible parce que dans le label bas carbone grande culture, vous avez l'item séquestration. C'est-à-dire on va séquestrer du carbone et donc il faudra choisir. Sur une label bas carbone plantation de haies, ce sera très différent. Vous n'avez pas l'item séquestration dans les parcelles, donc là ce sera compatible. En élevage, là aussi la problématique se pose différemment. Si vous avez choisi que des réductions d'émissions, tout à l'heure il y avait un atelier, je n'ai pas vu toute la liste des items qu'ils avaient choisis, mais je crois qu'ils avaient travaillé sur les émissions de méthane, l'alimentation, la rotation, et je ne crois pas qu'il y avait d'item séquestration. Donc là, on travaille à notre sujet. Donc là, on aura une compatibilité de 2 programmes. Donc il faut vraiment rentrer dans la preuve scientifique. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé un outil pour garantir la non-double comptabilité. Parce que le pire, pour une des entreprises, dans les entreprises présentes aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas en lien direct avec le monde agricole. Vous voulez peut-être chercher à compenser. C'est grâce à ce type d'outil qu'on vous garantit que la tonne que vous achetez, ce n'est pas une tonne achetée 2 fois. Un agriculteur, il ne pourra pas vendre 5 fois la tonne de carbone à 5 acheteurs différents, 5 programmes différents. L'autre partie de la question reste à traiter. C'est comment on optimise les programmes pour générer une filière oléose. Je prends l'exemple des colzas durables. Quand vous roulez avec vos voitures en diesel ou même en essence, peu importe, vous avez une part, alors si c'est dans le superéthanol, une part très importante d'agrocarburant. Si c'est dans du diesel, une part un peu plus faible avec du colza diester. Mais vous avez une part d'agrocarburant pour réduire les émissions de CO2 très forte. Et ça, c'est sur Farmlip, en plus, on a analysé un petit million d'hectares en 2022 de cultures durables qui rentrent dans ces filières. Maïs ou blé, tournesol, colza. Donc ces filières-là, aujourd'hui, il y a encore un problème de compatibilité. Ça, on le fait remonter au niveau de l'Union européenne pour que traiter cette question de la double comptabilité et des programmes. C'est-à-dire comment on fait pour exclure une hectare, par exemple, ou une suivi de parcelle d'un programme pour dire c'est plus pertinent sur ce type de sol d'utiliser un outil de régénération parce que j'ai un sol argileux, battant, c'est un peu foiré et il faut rattraper un peu le niveau. Je vais utiliser un Nutrigeo. Et puis sur le reste d'exploitation, potentiellement être en label bas carbone. Ça, c'est des sujets qui sont travaillés sur la table. C'est une question pour Monsieur Aupetit, donc sur Nutrigeo. Donc j'ai bien compris qu'il y avait un épandage régulier, année après année. Quel est le rapport coût-bénéfice? C'est-à-dire qu'il y a un coût du produit Nutrigeo, de son épandage, et vous dites en contrepartie, ça augmente effectivement la captation de carbone et ça permet de mieux revendre du carbone. J'ai bien compris ou pas? Oui, c'est ça. Et donc combien ça coûte et combien ça rapporte en termes de carbone supplémentaire? Alors, le prix du produit, il va dépendre du distributeur, mais globalement, sur une parcelle de grande culture, on va être entre 75 et 90 euros de l'hectare de produits. Et à cela, si jamais ils veulent rentrer dans le programme carbone, le programme carbone a des coûts de fonctionnement supplémentaires. Donc, il faudra s'acquitter d'un abonnement entre 20 et 25 euros par hectare. Donc, on va dire on va être entre 100 115 euros par hectare de coûts de fonctionnement. Maintenant, le gros du revenu de l'agriculteur, pour moi, il est surtout et la plupart des agriculteurs le raisonnent comme ça aussi. C'est d'ailleurs pour ça que, entre autres, Monsieur Chaumard n'en a pas forcément parlé. C'est qu'en fait, le gros du revenu, il est agronomique, c'est-à-dire qu'on a une meilleure gestion de l'eau de la parcelle, on a un meilleur comportement de la parcelle. Et ça dépend vraiment des parcelles, mais ça impacte tôt ou tard le rendement. Ou si jamais il y a un aléa climatique un petit peu dangereux, ça peut diminuer l'impact de cet aléa climatique. Cependant, si on parle simplement carbone, vu qu'en moyenne on va stocker 3 tonnes par hectare et par an, on peut faire 3 fois le coût de la tonne de carbone. Donc admettons, on va prendre 30 euros tonne, 3 fois 30 euros tonne, ça va faire 90 euros par hectare et par an.
en moyenne de récupérer sur les parcelles. Donc même si ça ne couvre pas à 100% le coût du produit, en fait, c'est que ça le rend vraiment plus abordable. Et c'est pour ça que c'est une aide à ce financement-là. Si demain, le marché du carbone volontaire se développe et que la demande augmente et qu'en fait on a une augmentation du prix du carbone volontaire, bah oui, forcément, là, on arrivera à couvrir le prix du produit, on arrivera même à couvrir peut-être le prix d'autres pratiques agroécologiques, mais jamais ça rapportera autant d'argent que vraiment la récolte de la culture ou 10 hectares ou 10 quintaux de plus, quoi. C'est vraiment l'agronomie qui paye là-dessus. Merci. Avec plaisir. Bonjour, pareil, une question pour vous, monsieur Aupetit. La compatibilité de Nutrigeo avec des labels type bio, comment vous gérez, parce que les entrants sont très sévèrement surveillés, ouais. Comment vous gérez que ça ne fait pas sauter un label, par exemple? Non, alors, ouais, parfaitement. Alors, c'est un produit qui passe en bio. Donc en fait, n'importe quel agriculteur en agriculture biologique peut pulvériser Nutrigeo sans crainte. Hein. En fait, quand la coopérative ou le négociant agricole nous demande l'attestation bio, ben, on l'envoie. Donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. Et pour certains labels en biodynamie, j'ai oublié le nom, Déméter par exemple, simplement dans ce cadre-là, en fait, on demande à Déméter si voilà ce qu'il y a à peu près dans le produit, est-ce que c'est OK pour vous? Et je sais que Déméter ne fait pas sauter non plus le label si un viticulteur, par exemple, utilise Nutrigeo. C'est déjà arrivé, oui. Il y a une AMM sur le produit, une autorisation mise sur le marché, oui. Donc c'est validé au niveau. Et il est homologué également. Ouais. Moi, c'est juste une petite remarque. C'est au même titre que la conférence qu'on a vue juste avant, en fait, c'est que si on part d'une situation qui est très bonne, du coup, comme on mesure le avant-après, si on est déjà très bon avant, du coup, on n'a pas de gain. Sur le après, on a la même chose avec le label bas carbone où en fait ceux qui s'y retrouvent le plus, c'est ceux qui partent déjà d'une situation dégradée où en fait on a des pistes d'amélioration à fournir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est proposé aux agriculteurs qui ont déjà donc des sols vivants, qui ont des diagnostics carbone déjà très bons, voilà, c'est où du coup quand on mesure le avant-après, il n'y a pas beaucoup d'effets. Alors c'est une bonne question, je vais essayer de répondre par l'exemple. Alors c'est pas forcément une réponse qui va vous convenir, c'est parce que la réalité c'est que comme c'est un produit relativement jeune, on n'est pas certain en fait de savoir dans quelle typologie en fait ça va gazer le plus. C'est-à-dire qu'effectivement on voit qu'il y a des sols qui sont fracassés complets, qui font des super bonds en avant en fait, qui ont vraiment de belles marges de progrès, qui progressent très très vite. Donc c'est un petit peu ce que vous décrivez. Mais à l'opposé, en fait, on a déjà vu des sols où en fait on est à 5 de matière organique, très bons, des bonnes pratiques agroécologiques, et où en fait il y a aussi des progrès qui sont encore plus rapides et encore plus grands. Et en fait, on ne sait pas trop comment l'approcher. C'est très probable que ce soit lié en fait à la capacité maximale, à la fertilité maximale d'un sol, c'est-à-dire tous les sols n'ont pas la même fertilité hydrique, la même fertilité chimique, pas la même fertilité physique. C'est-à-dire que voilà, ça va dépendre de beaucoup de choses, des taux d'argile, de la profondeur du sol, du climax. Et en fait, c'est assez délicat de le voir aujourd'hui. Et globalement aussi, dans la clientèle qui va se tourner vers ce programme, en fait, on retrouve pas mal de profils où en fait, ils disent « Oui, mais moi quand même, je fais des couverts végétaux depuis 2008, je ne peux pas gagner de crédit carbone dans aucun programme, et je sais que j'en ai encore pour 15 ou 20 ans de stockage de carbone devant moi, à faire mon SMI direct sous couvert. » Donc là, si concrètement on mesure mon taux de matière organique et que j'arrive à prouver que je le monte 3 ans plus tard et 5 ans plus tard, est-ce que ça marche? La réponse, c'est bien sûr que oui. Alors, tout dépend, comme disait Bertrand, le bon, c'est-à-dire est-ce que le 5%, c'est le max qu'on peut faire sur ce sol
c'est assez variable. Pour autant, c'est vrai que dans la digitalisation, dans le programme, on a créé des critères d'éligibilité que vous avez suivis avec la chaire de Unilassal Beauvais. Et donc, derrière, les sols où c'est le plus apte à répondre positivement, c'est cela qu'on met dans l'entrée dans la démarche sur la plateforme. Donc comme ça aide à rentrer. Ensuite, même quand on est bon sur une ferme, souvent, on va agrandir la ferme, on va récupérer des terres, du moins il y a de la déprise, et on récupère pas, du moins toute la ferme n'est pas homogène. C'est-à-dire on a récupéré une partie, donc là, sur ces sols qu'on récupère ou sur ces parcelles qu'on échange, c'est là où on va pouvoir agir. Deuxième élément de réponse, même troisième, c'est le côté comment on fait pour les bons, pour pas les dégoûter et pour pas leur faire abandonner leur pratique, pour qu'ils dégradent leur pratique, pour qu'ils remontent à bord. Parce que ça s'est déjà vu, oui, si, malheureusement. Du coup, ça c'est quelque chose qu'on porte au niveau de l'Alliance aussi, sur la Commission européenne, en remontée de best practice, pour leur dire, écoutez, justement, il faut faire quelque chose de spécifique sur le maintien. Parce que le maintien, c'est aussi éviter de relibérer, parce que relibérer des sols, je me remets à labourer parce qu'on m'interdit le glyphosate, boum, c'est reparti comme en 40 pour les émissions. Ouais, j'aurais une question également pour Bertrand. Merci pour les présentations, c'était très intéressant. Ouais, je suis là-bas. Ah oui, bonjour. Je ne vous voyais pas, pardon. Comment est-ce que vous mettez en relation l'utilisation du produit et de manière générale le programme carbone avec le bilan humique de l'exploitation, puisque le produit en lui-même ne crée pas de carbone, il permet de mieux humifier. Mais s'il n'y a pas de couverts végétaux qui sont appliqués, s'il n'y a pas de matière organique, si le travail du sol est géré plus ou moins différemment d'une exploitation à l'autre, forcément les résultats sont différents. Comment est-ce que vous gérez? Est-ce que notamment vous utilisez des contrôles sur ces programmes-là? Est-ce que vous comparez avec un programme sans Nutri-Geo par exemple? Alors ça, en fait, c'est un travail qu'on avait déjà fait préalablement. Et encore une fois, c'est que la conclusion qu'on en a tirée, c'est que on a beau essayer de comprendre au mieux le fonctionnement d'un sol, c'est tellement complexe en fait que ça dépend beaucoup des types de sols. Mais globalement, ce que vous dites, c'est vrai, c'est que si on met en place, s'il n'y a jamais aucune matière organique qui retourne au sol, on ne va pas faire des très grands progrès. Cependant, en fait, on se force, et de toute façon, ça fait partie de la labellisation Gold Standard. En fait, on va proposer gratuitement également aux agriculteurs des formations, un partage de connaissances qu'on a, nous, sur le carbon farming, et notamment, en fait, leur apporter les éléments en fait, de compréhension que nous, on a pour faire de l'humus et sur leur terroir à eux. Parce qu'en fait, on ne conduit pas un carbon farming sur du sable comme on le conduit sur de l'argile. Et globalement, oui, c'est ça, on leur fait travailler dans les zones où vraiment les intercultures sont longues, forcer un petit peu sur les couverts. Dans les zones où les intercultures sont plus courtes, c'est leur dire attention, ce qu'on cherche, c'est pas forcément le plus gros couvert, un couvert qui fait 1,50 m de haut, c'est plutôt peut-être des couverts plus petits, mais qui vont apporter des résidus très matures, très ligneux et fibreux au sol, parce que c'est avec ça qu'on va faire de l'humus, c'est pas avec de la salade qu'on pourrait exporter dans un méthaniseur. Et c'est également leur parler de tout ce qui est performance à l'exudation racinaire, etc. Donc oui, clairement, vous mettez le point sur quelque chose d'exact. Il faut accompagner en termes de formation les agriculteurs pour maximiser leur stockage. Et on se donne pour objectif de le faire, oui. Si je peux juste rebondir avec une remarque. Du coup, vous travaillez avec les distributeurs, vous êtes en contact avec quelques agriculteurs, mais la majorité des agriculteurs qui sont dans le programme se font via l'intermédiaire du distributeur. Donc c'est aussi dans les mains du distributeur de faire cette formation-là et d'accompagner sur les couverts végétaux, le travail du sol et tout ce qu'on a cité auparavant. Donc ces typologies de formation, vous les faites auprès des coopératives pour qu'après elles passent le message. Et après, du coup, c'était aussi pour la question secondaire que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que vous faites des comparatifs témoins? Puisque, encore une fois, si on utilise des couverts végétaux, qu'on apporte des matières organiques, on va apporter du coup évidemment de la matière organique qui va être plus ou moins bien humifiée. Est-ce que vous avez des références qui montrent que le Nutri-Geo permet d'humifier généralement X% supplémentaire ou